J'ai lancé un premier SaaS qui a commencé à fonctionner, où en 90 jours, on est monté à plus de 20 k MRR. Aujourd'hui, je développe encore ce SaaS-là. Et là, le but cette année, c'était de chercher 1 million d'ARR. Et à côté, j'ai un autre SaaS aussi qui est plus sur du B2B. Et là, on est à 15 k MRR sur celui-là. Donc... Ça a été quoi la différence entre ces premiers MVP un peu crash test où ça n'a pas trop marché et ce premier SaaS qui a marché? Par exemple, quand j'ai commencé l'e-commerce, au début, faire 1 million, tu vois, je me disais, c'est super compliqué. Et tu vois, là, sur le dernier e-commerce que j'ai lancé, au final, on l'a fait en 90 jours. Je vais te donner des idées de SaaS un peu random. Tu peux dire ce que t'en penses ou même donner une note. Tu penses que ça peut être intéressant pour les gens qui regardent. Comment tu fais pour trouver une idée? Est-ce que tu pars toujours de tes problèmes à toi? Au tout départ, je faisais les trucs classiques qui étaient de fouiller, voir les SaaS qui tournent. Sauf que quand tu vas chercher des idées de cette façon-là, tu vas un peu forcer le processus. Certes, ça va donner de l'inspiration, mais j'ai jamais trouvé mon idée en fait de cette façon-là. Mais ça, je l'ai compris très récemment. Le niveau dans le business, tu le perds un peu jamais. Inventer un truc, pour moi, c'est une grosse erreur. Dans le sens où, personnellement parlant, tu vas te sentir comme un génie, mais en vrai, la probabilité que tu réussisses, elle est quand même super faible. Tu vis aux USA, ça fait quelle différence dans ton business, dans ta vie? Salut Thomas. Salut Axel, ça va? Ça va super à toi? Ça va super. Merci en tout cas de l'invitation, c'est top. Bah ça me fait plaisir. À la base, t'es une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire des SaaS. Je me rappelle à l'époque, tu avais fait un thread pourquoi je suis passé du e-com au SaaS. Et ouais, je m'étais dit, ça fait sens ce que tu dis. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, raconter un peu ton histoire pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Yes, c'est vrai qu'en plus de ça, je me rappelle la première fois qu'on s'était parlé, c'était quand tu avais réservé un appel justement et on avait discuté. Donc en vrai, j'étais content justement quand il y a des personnes qui viennent me contacter de cette façon-là parce que ça prouve que au final, faire du content, ça permet de faire des connexions, donc c'est top. Moi, du coup, pour me présenter, je m'appelle Thomas Salik, j'ai 27 ans. J'habite aux États-Unis depuis 3 ans maintenant, à côté de San Diego. J'étais à Dubaï avant pendant 3 ans. Du coup, ça fait depuis 2019 déjà que je suis parti de la France. Moi, j'ai commencé par de l'e-commerce. Donc l'e-commerce, pas dropshipping ou quoi que ce soit, juste vraiment marque au départ. Ensuite, on est passé sous, en gros, une marque, mais plus en mode dropshipping, dans le sens où tous les stocks étaient depuis la Chine, juste niveau logistique, avec un certain volume, c'était impossible de gérer en France. Donc en gros, j'ai développé cette marque-là pendant 3 ans, ça s'appelait Oh My Case. Depuis, j'ai revendu la marque du coup en 2021, fin 2021 ou début 2022. Et du coup, je me suis retrouvé en fait sans business, avec juste mon expérience que j'avais précédente qui était business en ligne, mais centré e-commerce. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je veux plus de mon business précédent. Et le problème, c'était les marges, le fait que ce soit pas récurrent, le fait que chaque mois, on doit aller refaire de l'acquisition et acquérir chacun des clients pour aller chercher le revenu. Et en plus de ça, au niveau de la valorisation, j'avais été déçu de la valorisation de mon e-commerce. Et la problématique d'un e-commerce, surtout en France, c'est que qui va te racheter qui va te racheter aussi au prix où toi tu souhaites et ta valorisation. Et en fait, tout business qui est en France, quand même, il y a que des Français qui vont le racheter, donc ça déjà ça limite. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai découvert les SaaS et j'ai décidé de reprendre à zéro, me reformer vraiment juste en mode un peu comme toi tu l'as fait où je me suis enfermé pendant quelques mois et juste j'ai mangé du SaaS, comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire et un peu essayer de trouver la recette comme je l'avais fait sur l'e-commerce parce que pour moi j'étais conscient qu'il y avait une recette sur l'e-commerce, il y a toujours une recette sur l'e-commerce et que c'était pareil sur les SaaS. Et donc du coup j'ai commencé mes tests, j'ai lancé pas mal d'MVP, pas mal de crash, pas mal de learning et après du coup j'ai lancé un premier SaaS qui a commencé à fonctionner où en 90 jours on est monté à plus de 20 k MRR et donc aujourd'hui je développe encore ce SaaS là et là le but cette année c'était de chercher 1 million d'ARR et à côté j'ai un autre SaaS aussi qui est plus sur du B2B qui vient justement corriger un peu les problématiques qu'on a eues sur du B2C du coup. Et là, on est à 15 km/h sur celui-là. Donc, je développe les deux et le but, c'est d'aller le plus loin possible avec ces deux-là. Super. Tu as dit que tu avais lancé au début dans les SaaS quelques MVP et qu'après, tu en as eu un qui a marché. Ça a été quoi la différence entre ces premiers MVP un peu crash test où ça n'a pas trop marché et ce premier SaaS qui a marché? Quel a été le facteur numéro un qui a changé? Je pense que le facteur numéro un, c'était juste le type de produit que je voulais lancer. À un moment, tu vois, ce que je voulais, c'était
et c'est un peu l'idée qu'on a au début, c'est tu sais, faire le nouveau Facebook ou faire quelque chose un peu de trop compliqué. Et donc du coup, je pense que c'est ça où je me suis planté, c'est que je voulais faire des choses trop compliquées, trop grosses en fait dès le départ, alors qu'au final, il faut commencer par un problème que tu résous bien, une bonne fonctionnalité, et en fait, c'est déjà très bien. Et donc du coup, c'est là où justement je me suis trompé. Et aussi, je pense que c'est au niveau de la niche, dans le sens où j'ai essayé de lancer des SaaS pour des avatars ou des personnes que je connaissais pas. Et donc, du coup, c'est très dur de comprendre les problèmes d'une personne que tu n'es pas ou des personnes avec qui tu n'es pas en contact. Et donc, du coup, ça, je pense que c'était le gros problème que j'ai eu au début. Ok. Et ce premier SaaS en termes d'acquisition, comment tu as géré pour avoir tes premiers utilisateurs? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai même pas été jusqu'au lancement parce que je me suis rendu compte du problème quand je le faisais. Dans le sens où, tu vois, en gros, au début, ce que je me suis dit, c'est je vais apprendre déjà à construire un SaaS et comment ça fonctionne. Donc, j'ai recruté un dev, je suis passé par tous les process justement de comprendre ce qu'est un bon dev, comprendre ce qu'est un mauvais dev, comprendre les délais de développement d'un SaaS. Et en gros, c'est enfin, quand j'ai commencé à contacter des personnes qui pouvaient être dans la niche et que je leur expliquais le problème, je voyais les premiers retours qu'ils étaient pas bons. Et c'est là où je me suis dit, en fait, peut-être que je me plante. Et moi, justement, genre, j'aime pas. En fait, si je comprends que je fais pas la bonne chose, je suis pas borné à aller jusqu'au bout et me dire non, ça va fonctionner. J'arrive justement à comprendre les erreurs et pouvoir me réadapter assez rapidement. Et du coup, c'est comme ça en fait que je pense que j'ai pris beaucoup de learning très rapidement. C'est juste en acceptant de changer les choses et d'être potentiellement dans la mauvaise direction. Hmm. Ça, c'est un vrai truc. Quand savoir quand il faut arrêter et que l'idée, en fait, elle marche juste pas. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ouais, je galère, au début, ça marche pas, mais peut-être que si je persévère, peut-être que ça va marcher, peut-être que si je pivote, ça va marcher. Mais quand est-ce que tu te dis, en fait, non, juste, c'est pas la bonne idée, il faut que je fasse autre chose. Et, parfois, la ligne, elle est un peu fine entre persévérance et obstination. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui fait que justement entre persévérance et, et en gros de l'autre côté, c'est le fait que le feeling en fait. Au final, je trouve que le feeling, généralement, tu te trompes très rarement. Et même, tu vois, genre, je vois au niveau du recrutement, par exemple, des personnes qui parlent de recrutement, ils disent c'est beaucoup le feeling qui fait la différence. Et tu vois, même si sur le papier, ça peut être bien, même si tout peut cocher les cases, au final, des fois, il y a le feeling qui fait la différence. Donc moi, j'ai confiance en mon instinct aussi, des fois, où justement, je me dis non, je le sens pas. Et au final, j'ai pas tort. Hmm. Donc ouais. Et comment tu fais pour trouver une idée? Est-ce que tu pars toujours de tes problèmes à toi? Est-ce que tu regardes ce qui marche? Hum, au tout départ, je faisais les trucs classiques qui étaient de fouiller, voir les sas qui tournent, voir justement ce qui était possible. Sauf que je trouve que quand tu vas chercher des idées de cette façon-là, tu vas un peu forcer le processus. Certes, ça va donner de l'inspiration, c'est bien pour la connaissance de marché, mais j'ai jamais trouvé mon idée en fait de cette façon-là. Euh, Parce que au final, les meilleures idées, les idées qui ont fonctionné, c'est pas des idées où j'ai été forcé les choses, c'est plutôt soit des choses qui se sont présentées devant moi, soit des opportunités qu'on m'a proposées, mais mais c'était jamais des choses où j'ai forcé. Et même par exemple sur des sites d'e-commerce, à chaque fois j'avais ce même truc que quand je forçais les choses et quand il n'y avait pas vraiment de logique, ça fonctionnait pas, alors que quand je laissais les choses venir, au final bah peut-être que des fois ça prenait un peu de temps et donc du coup il y a ce truc de patience quand t'as pas de business où enfin ça rend fou parce que t'as rien qui se passe et c'est dur, mais au final je trouve que c'est les meilleures opportunités qui me sont venues. Et tu vois par exemple pour le SaaS B2B que j'ai, c'est une opportunité qu'on m'a proposée et je me suis greffé dessus et au final tu vois genre c'était le bon move. Donc ouais, ne pas forcer les choses, moi je trouve que c'est bien et plutôt en fait se nourrir de toutes les informations qu'on a besoin, les avoir en tête et après justement juste observer ce qui se passe, mais sans forcer les choses, se dire ok il faut que je choisisse un sas avant la fin de semaine et je choisis celui-là parce que là tu vas te tromper et tu vas te rendre compte au bout d'une semaine qu'en fait c'est peut-être pas le bon et, et généralement c'est pas ouf. Mm. Et donc, par exemple, imaginons que tu laisses les choses venir, tu trouves une idée de SaaS ou elle vient à toi. C'est quoi un peu les critères qui vont te faire dire, ok, cette idée-là, elle fait sens, à part l'instinct?
Est-ce que tu vas regarder s'il y a des compétiteurs existants? Est-ce que tu vas regarder s'ils font du chiffre? Ouais, je vais regarder compétiteurs, je vais essayer de trouver justement des moyens de comprendre. En fait, j'essaie de comprendre si un SaaS concurrent, je vais essayer de comprendre comment eux ils marchent. Tu vois, genre c'est quoi leur acquisition. Donc là, c'est beaucoup fouillé, tu vois, genre regarder des trucs comme SimilarWeb, regarder leur trafic, regarder comment ils font leur acquisition, aller sur LinkedIn, voir combien d'employés ils ont, aller sur Crunchbase et voir s'ils ont levé de l'argent. Tu vois, tous ces trucs-là, juste de veille, qui sont des choses assez basiques, mais juste savoir en fait à qui tu t'attaques. Et des fois, par exemple, tu sais, tu vas sur des tools, tu dis, ah, ça paraît trop simple, je vais faire la même chose. Et après, tu vas sur Crunchbase, tu vois, ils ont levé 20 millions, et tu vas sur LinkedIn, tu vois, ils ont 100 employés. Et donc, du coup, bah, en fait, là, dans ma réflexion, du coup, ça va me faire réfléchir et je vais me dire, ok, bah, s'ils ont 100 employés et s'ils ont levé 20 millions, c'est qu'il y a une raison tech, même si peut-être qu'ils sont débiles, mais quand même, tu vois, genre, il y a potentiellement une raison. Et donc, du coup, j'essaie de comprendre, bah, si techniquement, c'est vraiment plus compliqué, du coup, je vais me parler avec un dev et voir justement ce qu'il en pense. Créer un compte sur les tools concurrents, en vrai, c'est la base, mais essayer de comprendre justement ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment les gens l'utilisent. Même s'il y a une communauté disponible, en vrai, tu vas sur le Discord ou tu vas sur les groupes et tu comprends justement c'est quoi leur problématique. Enfin, juste vraiment pas juste me dire, ok, c'est une bonne idée, je lance, tu vois, juste comprendre la réflexion et ce qui a été fait derrière. Ouais, dig, aller plus loin, quoi. Mm. Exactement. Et vraiment se creuser la tête, tu vois, et que, en fait, je vienne cocher toutes mes cases et que même après mon analyse, je sois toujours convaincu que c'est une bonne idée. Mm. Mm. Selon toi, est-ce que la facilité à faire de l'acquisition sur un SaaS, c'est un des critères les plus importants? Pas vraiment. Ok. Euh, je vois quand même, par contre, que, en fait, le gros avantage du B2B, c'est que tu as un churn qui est beaucoup moins élevé, mais dans tous les cas, cash. Genre, c'est sûr à 100% que si ton client, c'est une entreprise établie, ton churn, il est beaucoup moins élevé. Par contre, en termes de marketing et d'acquisition, forcément, c'est bien plus compliqué et donc du coup, ça va être moins exponentiel. Donc en gros, tu as un avantage d'un côté et un inconvénient de l'autre côté. Par contre, sur du B2C, là, le gros avantage, ou même juste du B2 entrepreneur, parce que des fois, c'est plus cette cible-là, ou B2 personnes qui veulent faire de l'argent en ligne. Là, par contre, tu vas avoir une explosivité en termes de marketing et d'acquisition qui est vraiment super importante. Mais par contre, en termes de churn, forcément, tu vas te retrouver avec des churns entre minimum 25% ou peut-être 20%, tu vois, Donc, à 30, 40, 50%, tu ouais. vois. Ouais. Et après, quand t'as 20%, c'est un peu comme un seau d'eau qui est percé. Ça coule, tu peux remettre, ça coule, ça coule. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à scale. Au bout d'un moment, t'as atteint un plafond vert où t'arrives plus Ah, à dépasser. tu vois, genre ça dépend. Moi justement, je pensais ce même truc-là au début, mais au final, quand tu regardes des boîtes comme, je sais pas, Shopify ou même des grosses boîtes, tu vois, type Netflix, Spotify, tous ces gros acteurs, au final, en fait, ils ont des churns qui sont bien plus élevés que la moyenne et que les règles justement tu vois, quand tu parles de valorisation, on dit oui, si tu as un SaaS en dessous, avec un churn au-delà de 15%, c'est invendable. En fait, c'est invendable pour certains racheteurs. Parce qu'ils vont pas être intéressés, parce que pour eux, justement, c'est pas dans leurs critères. Mais par contre, justement, quelqu'un qui est familier avec l'industrie, au final, si le taux de churn de tous les players de l'industrie, c'est, je sais pas, 25%, bah, au final, tu es juste dans les critères, quoi. Hmm. Et je suis convaincu aussi que, tu vois, genre, peut-être que sur ton année 1, ton churn, il peut être super élevé, mais je pense que plus tu te développes, plus justement, il y a moyen de descendre ce taux de churn. Et, euh, et même, par exemple, il y a sur chart, attends, c'est sur, je crois que c'est sur Chartmogul ou Baremetrics. Baremetrics, ils partagent les stats de ConvertKit, je crois. Où en gros, tu as accès à toutes les datas de ConvertKit et tu vois que justement leur churn au départ, il était à 50%. Et eux, c'est du B2C. Et ils sont descendus maintenant, je crois, c'est moins de 10% de churn. Et juste parce que bah, ça fait 10 ans qu'ils sont là, tu vois. Mais je pense vraiment que sur le long terme, ne serait-ce que tu grappilles, tu vois, 3, 4, 5% de churn, tant que ton acquisition elle continue, en vrai, c'est intéressant, quoi. Hmm. Sur ton premier SaaS, qui était un peu plus puis B2C, on va dire, B2 entrepreneur, Mhm. est-ce que t'as réussi à réduire ton churn au fil du temps? Ouais, bah on est passé de 55%, tu vois, à là, on est en dessous de 30%. Ok.
Et ça s'est fait naturellement? Tu as mis en place des choses? Bah, on a mis en place pas mal de choses. Déjà, c'est juste être connecté au client. En vrai, c'est ça le plus important, comprendre les besoins. Euh, Pas être basé juste sur son instinct ou ce qu'on pense ou vers où on va amener le produit, mais vraiment juste les problématiques du client. Souvent, il y a des problématiques qui sont négligées par le founder parce que pour eux, c'est obvious, tu vois, genre c'est logique que ça doit pas être un problème. Alors que justement, en fait, tes clients, s'ils ont ce problème-là, bah, il faut accepter qu'ils aient ce problème-là et il faut le corriger. Donc, soit via du content ou soit via bah, résoudre le problème dans l'app. Donc ça passe par ça et ouais, beaucoup d'éducation. Je pense que l'éducation c'est grave important, surtout sur du B2 entrepreneur ou wannabe entrepreneur. Bah ça c'est clairement super important l'éducation parce que tu arrives avec des personnes qui sont pas du tout éduquées et tu regardes tous les sages justement qui sont pour faire de l'argent en gros, type je sais pas, tu vois genre même les outils comme Tweet Hunter qui est juste outil de création de contenu. Au final, le but des gens qui viennent, qui viennent acheter cet outil-là, c'est justement de monétiser leur audience généralement ou d'avoir un bénéfice avec leur audience ou développer leur audience. Donc il y a une notion de retour sur investissement. Donc si tu les guides à comment avoir des retours et comment bien faire des tweets, comment bien poster, quand poster, etc., forcément eux, tu vas maximiser leur réussite. Et même si tu prends l'Emlist, etc., genre c'est la même réflexion en fait derrière ce type d'outil-là. Donc en fait, le plus de content, le plus de guidelines tu leur donnes, le plus de résultats potentiels ils auront. Hmm. Du coup, maintenant, toi, tu bosses sur un SaaS B2B aussi. B2B, pardon. Euh, qui- Quelles sont les grosses différences au quotidien? Comment ça se passe? Bah, j'ai vraiment l'impression que B2B c'est plus slow dans le sens où si ton produit en gros il met du temps quand même à évoluer, c'est différent. T'as pas besoin de cette, tu vois, en B2C, je trouve que c'est quand même très facile d'être copié, concurrencé. Il y a toujours des gens qui te regardent, toujours des gens qui te copient, toujours des gens ouais, genre il y a toujours cet espionnage constant. Alors que sur du B2B, tu vois, genre c'est beaucoup moins, on en parle beaucoup moins. Tout le monde n'est pas sur la même niche. Donc au final, tu vois, genre, il y a beaucoup plus de parts de marché, de marché en lui-même, beaucoup moins aussi d'acteurs. Et donc du coup, il y a plus de place. Et au final, je trouve que c'est plus lent. Tu peux prendre plus ton temps. Forcément, les clients, du coup, ils te churnent moins, donc tu les gardes sur le long terme. Donc il y a vraiment cette optique de long terme qui rentre en jeu. Alors que justement, sur du B2C, en vrai, bah tu vois à très court terme parce que tu sais qu'au bout de 3 mois, ton client, il sera plus là. Enfin, en gros, Ouais. généralement, c'est ça, quoi. Hmm. Et en B2B, niveau marketing, est-ce que c'est majoritairement de l'outreach que tu fais? Nous, en fait, on a fait un truc un peu différent, c'est que on a un, on a un site e-commerce et en Hmm. gros, le SaaS vient en upsell du produit e-commerce. Et donc, du coup, c'est un peu différent. Et là, actuellement, du coup, notre source d'acquisition, c'est via nos clients qui ont déjà payé. Mais à terme, justement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est développer pour qu'on puisse faire une acquisition en dehors de l'e-com. Et donc ça va vraiment faire la différence, c'est d'avoir des clients justement qui ne sont pas clients e-com, mais qui puissent directement venir sur la partie SaaS. Une autre question que je me posais, qu'est-ce que tu penses euh, de copier des SaaS? Pas de les copier bêtement, mais de prendre un concept qui marche déjà, peut-être un peu changer, mettre à sa sauce. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? VS, partir un peu de rien, inventer un truc. Inventer un truc, pour moi, c'est une grosse erreur. Hmm. Dans le sens où, oui, personnellement parlant, tu vas te sentir plus... Enfin, je sais Ouais. pas, genre tu vas te sentir comme un génie, mais en vrai, la probabilité que tu réussisses, elle est quand même super faible. Alors qu'au final, en fait, justement, euh, et si je prends le parallèle avec l'e-commerce, tu vois, l'e-commerce, en fait, ce qui est assez facile, c'est que si tu me montres un site, je peux faire un site très similaire très rapidement.
parce qu'il y a de la structure, parce que c'est les mêmes principes, parce qu'il y a enfin, tu vois, il y a ce système de section, de Shopify, tout le monde est un peu sur la même plateforme, donc c'est très facile. Sur les SaaS, le problème, c'est que c'est un peu le Far West, c'est-à-dire tout est costume dev généralement, et donc du coup, si tu veux copier quelque chose, bah en fait, soit tu donnes en guideline à ton développeur de copier, ou soit tu lui dis, bah vas-y, fais comme tu penses, ou fais au mieux, tu vois, genre, ou fais-le de cette façon-là. Mais si tu donnes une autre méthode, en fait, bah peut-être que même ce que tu as voulu copier, au final, tu vas pas le copier exactement de la même façon. Et donc, du coup, ça va pas fonctionner aussi bien. Et du coup, c'est très facile de se perdre et au final, d'avoir un mauvais product design. Et du coup, tu vois, que les clients, ils soient perdus, que les clients, ils comprennent pas. Et je trouve que justement, c'est très facile du fait qu'il y ait pas de structure et qu'on puisse, tu vois, même moins traquer les pourcentages que justement, bah, les analytiques, tu vois, il faut tout faire soi-même. Ou connecter des solutions, tu vois, mais faut faire tous ces calculs de soi-même. Et donc, du coup, c'est assez difficile de voir. Par exemple, sur un site e-commerce, si je veux voir où est le problème, c'est très facile parce que tu as accès directement à l'analytique. Sur un SaaS, faut creuser quand même pour savoir où est le problème. Et tu peux pas savoir à moins si tu regardes tous les recordings, etc., de savoir comment ils utilisent cette fonctionnalité-là. Est-ce qu'ils l'utilisent bien ou ils l'utilisent pas bien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incomprises? Enfin, c'est un table qui est juste énorme. Mm. Donc c'est pour ça que moi je trouve que quand il y a des outils qui fonctionnent bien, même dans d'autres industries qui sont complètement différentes et pas reliées, tu vas juste reprendre des principes, tu vois, par exemple un onboarding pour faire un bon onboarding. Donc s'il y a un bon onboarding sur un SaaS, de prendre justement le même principe de onboarding, l'adapter à soi-même, même au niveau, tu vois, je sais pas, au niveau des pricing pages, au niveau de la landing page, enfin vraiment s'inspirer, je pense que c'est la façon pour avoir le plus de résultats le plus rapidement possible, se tromper le moins de fois possible. Et, euh, et ouais, donc clairement, moi j'accepte que je suis pas un génie et que je vais pas créer le nouveau Facebook, mais au moins ça me permet d'avancer. Et peut-être que plus tard, tu vois, genre une fois que j'aurai l'idée, je vais avoir justement un projet qui va pouvoir me faire 100M ou 200M ou avoir justement ce genre de valorisation-là. Mais en attendant, moi ce que je me dis, c'est je veux learn, comprendre, savoir comment faire, augmenter la complexité justement petit à petit en termes de SaaS. Et au bout d'un moment, justement, bah, mon niveau il va être élevé. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire des projets qui vont être aussi plus élevés, quoi. Mm. D'ailleurs, toi, c'est quoi tes objectifs SaaS ou financiers? Est-ce qu'il y a un chiffre particulier que tu veux atteindre ou c'est juste pour le process que tu le fais? Euh, En vrai, je kiffe ce que je fais. Donc, c'est pas le premier truc qui me drive. Et justement, enfin, je voulais record une vidéo là-dessus parce que, tu sais, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais si t'es millionnaire, pourquoi tu continues de travailler? Et les gens, ils comprennent pas ça. Et pour moi, juste, en fait, même avant d'avoir fait de l'argent, le truc qui me faisait kiffer, c'était de faire les choses et d'apprendre, comprendre. Et au final, tu vois, genre, je fais ça au quotidien et c'est mon taf. Et en vrai, je trouve ça exceptionnel. Donc, en fait, tant que déjà je learn et que je passe des steps, moi, je prends mon pied vraiment. Et donc, du coup, déjà, c'est ça de un qui me drive. Et après, en termes d'objectifs financiers, bah, j'ai un chiffre en tête que je me dis, ok, si j'ai ça, tu vois, je suis content. Qui se situe aux alentours des 10-15 M, tu vois, genre si j'ai 10-15 M en perso, tu vois, genre ça me va très bien. Et après, bah, en gros, juste faire le plus gros projet possible, tu vois. Euh, mais pour moi, en fait, les objectifs, c'est aussi basé. Enfin, j'ai pas envie de me dire oui, je veux faire 100 M, mais pas avoir de plan pour faire 100 M. Là, actuellement, tu vois, je sais que justement, le véhicule que j'ai, entre guillemets, les boîtes, je sais à peu près ce que je peux reach. Et je sais que si je veux aller chercher, je sais pas, une boîte à 100 M ou 250 M, tu vois, bah là, il faut que j'ai un autre véhicule et que ce sera dans un autre step. Mais pour l'instant, voilà les objectifs. Et déjà, faire 1 million RR sur cette année, du coup, sera un bon objectif. Et, euh, et l'autre, aller chercher les 30 km/h, ce serait top avant la fin de l'année. Mm. Et tu as une vision rentière après avec ton cash flow, avec la validation que tu vas créer, tout investir en bourse, faire des rentes? Ouais, j'investis beaucoup en bourse. Et après, ouais, juste faire des rentes et je suis pas trop immobilier. Mm. Mais ouais, genre juste. En gros, moi, le but, c'est ne pas me soucier de l'argent et juste, en gros, pouvoir développer mes projets sans stress et sans cette pression financière pour pouvoir juste avancer. Donc en gros, tant que j'ai ça, ça me fait kiffer. Et après, je me fixe juste des objectifs. Et pour moi, en fait, je vois ça comme un jeu.
Dans un jeu vidéo, tu passes des levels, Ouais, tu c'est débloques ça. des expériences. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche, en fait. Ouais, ouais, clairement. C'est le game. Un autre point, toi, tu fais partie des gars que je connais qui a le plus cette vision long terme. C'est vrai que sur Internet, il y a quand même pas mal de gens qui Mhm, sont juste là pour faire des coups. Et en fait, c'est coup après coup, après coup, après coup. mhm. Et à long terme, c'est pas forcément sustainable. Déjà, c'est épuisant. Tu fais un coup, tu 100%. dois faire un truc. À chaque fois relancer un truc, c'est vraiment fatigant, c'est dur. Euh, c'est aussi beaucoup de stress. T'as pas cette tranquillité d'esprit d'avoir un truc qui monte, qui pérenne. T'as pas l'effet de compound aussi. Parce que si tu changes de truc à chaque fois, l'expérience accumulée, tu la perds, entre guillemets. Ou ce que tu avais construit, les clients que tu avais eu, tu les perds. Et ouais, comment tu as développé cette vision long terme et c'est quoi ta vision du long terme, toi? Bah, en fait, genre, j'applique pas un truc particulier pour ça. Juste déjà dans ma tête, ce que je me dis, bah, je passe des niveaux mais ça, je l'ai compris très récemment, en fait, que le niveau dans le business, en gros, tu le perds un peu jamais. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que tu peux être largué, tu vois, et par exemple, si t'es pas connecté pendant 2 ans, tu vois, genre forcément, tu vas être déconnecté. Mais le niveau que tu gagnes dans le business, Mm. et l'échelle et tu vois les croyances limitantes, même développer un projet, le recrutement, etc. Ça fonctionne toujours pareil. Et donc moi justement le truc que je me suis rendu compte qui était ouf, c'est que en fait par exemple quand j'ai commencé l'e-commerce au début, faire 1 million, tu vois, je me disais c'est super compliqué. Et tu vois là sur le dernier e-commerce que j'ai lancé, au final on l'a fait en 90 jours. Et en gros, le seul truc que je me suis rendu compte, c'est juste que, ok, bah en fait, comme mon niveau, il était plus élevé et que je l'avais déjà fait plein de fois avant, bah, en fait, pour moi, c'était super facile. Et c'est comme lancer un SaaS, tu vois, je pense que justement, passer maintenant à 30 km/h, je pense que ça va bien plus vite que ce que je le faisais avant. Et, euh, et donc, du coup, justement, ce truc de niveau-là, bah, ça s'adapte justement à me dire quel type de business aussi je veux faire et quel type de business je veux pas faire. Donc, en gros, je me refuse beaucoup de choses pour pas justement faire des coups, tu vois, ou me retrouver justement dans des situations où je vais me retrouver dans des plans qui sont court terme. Et, euh, et juste, ouais, ma façon de construire, en fait, c'est juste, bah, petit à petit, je construis, je construis, je construis. Le truc, en gros, qui fait vraiment la différence, je pense, comparé à peut-être d'autres personnes, c'est que je suis super consistant. C'est-à-dire, je suis capable de refaire les mêmes choses tous les jours pendant des années. Et du coup, tu vois, genre juste tous les jours, je suis devant mon PC et Mm. juste le fait de show up devant l'ordinateur, tu vois, je pense que ça fait toute la différence parce que du coup, tous les jours, si t'améliores un petit peu, tu vois, et de toute façon, ce truc-là, c'est connu, mais juste 1% better every day, tu vois, genre juste tu t'améliores d'1% un jour, tous les jours, bah au final, c'est ça qui fait la différence. Et je pense aussi, c'est les intentions à la base, dans le sens où moi, mes intentions, c'est pas de me dire je vais faire du cash, je vais faire du cash. Pour moi, le cash, c'est juste la conséquence. Et au final, ce que je me dis, c'est bah, je vais développer un bon produit. Et au final, tu vois, je développe un bon produit. Et en fait, si mon produit il est bon et si mon produit c'est le meilleur, bah en fait, pourquoi les gens ne paieraient pas, pourquoi les gens l'utiliseraient pas? Mm. Et donc, du coup, je me détache du côté monétaire. Donc, ouais, juste avoir cette vision de me dire, je veux build des bons produits. Et de toute façon, si je fais pas un truc justement où j'ai pas l'impression de faire quelque chose de bien, je me sens pas bien en fait. J'arrive pas. En fait, il faut que je fasse des projets ou des produits qui justement ont un vrai impact, qui pour moi font sens, qui aident des gens, d'avoir ce feedback justement de ah ouais le produit il est bon, ah ouais le produit continue de s'améliorer. Et, euh, et sur l'e-commerce c'est ça qui me drivait, et sur les SaaS c'est ça qui me drive. Et c'est ça en fait où justement je me bats au quotidien, c'est avoir le meilleur produit possible, trouver les Mm. meilleures solutions possibles et je pense qu'au final ça fait que tu peux avoir un business qui tient sur le long terme parce que les bases sont saines en fait. Ouais, tu penses input et pas output. Beaucoup de gens qui, toute la journée, pensent à gagner 1 billion de dollars ou quoi, mais ils pensent pas aux actions qu'il faut mettre en place pour gagner 1 million de dollars, quoi. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui se trompent là-dessus parce que bah en gros comme je l'ai dit l'argent c'est que la conséquence en fait. Mm. Tellement. C'est tellement vrai. Un autre point, tu vis aux USA. Ça a fait quelle différence dans ton business, dans ta vie? Ça a changé ta vision du monde?
Ouais, carrément. En fait, moi déjà, je kiffe trop ma vie et ce que où j'habite. Pourquoi? Parce que en gros, aux US, il y a vraiment déjà ce truc de t'es libre, tout le monde s'en fout un peu de ce que tu fais. Alors qu'en France, justement, tu vois, c'est très ce truc de ah oui, lui il fait ça. Ici, tout le monde s'en bat les couilles, mais limite à un extrême où tu peux même pas imaginer en fait. Et, euh, et donc du coup, ça fait que bah, moi j'aime beaucoup ce truc-là parce que plutôt que ce soit du m'as-tu vu, au final c'est plutôt du... Enfin, clairement, tu vois, des fois il y a des gens, ils sont en déguisement dehors, mais genre des adultes qui sont en déguisement. Et tu fais ça en France, mais tout le monde te regarde, tout le monde te prend en vidéo et tout. Ici, tout le monde s'en fout, tu vois. Et donc en gros, ça crée justement ce truc de... ouais, juste de liberté en fait, tu te prends pas la tête. Et au final, le truc que moi je me dis, c'est que tous les jours je fais ce que je veux, sans être jugé, sans avoir de problèmes majeurs dans ma vie au quotidien et dans mon entourage ou dans mon environnement. Donc ça, je trouve, c'est super sain pour pouvoir construire sur le long terme. Et, euh, et après, juste aux États-Unis, bah, ça te débloque dans la culture du spend, de la consommation, euh, des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Et t'as les extrêmes en fait ici. Donc pour ça, moi je trouve que c'est super enrichissant. Et aussi, le truc qui est bien, c'est que bah, il y a beaucoup de diversité en termes de culture, nationalité, etc. Donc en vrai, ça, moi, j'aime beaucoup. Et après, juste, c'est les États-Unis, quoi. Donc en termes de possibilités, en termes ouais, d'expérience, de choses qui se passent, tu vois, il se passe des choses tout le temps. Donc au final, juste en un avion, je peux Hmm. aller où je veux dans les États-Unis, aller à n'importe quel event, enfin, toute cette facilité-là. Et je pense que j'en profitais pas assez avant, mais là, petit à petit, justement, je commence à en profiter et je vois la puissance de ce truc-là et c'est juste insane. Surtout, il doit y avoir un gros impact par rapport à ton environnement, les gens que tu fréquentes, parce que c'est un autre monde. En termes de level business, les États-Unis, c'est 10 fois sur le reste du monde. J'avais fait un call avec des gars qui étaient à San Francisco, qui avaient une startup, et les mecs, ils comprenaient tout. Non seulement ils étaient smart d'un point de vue product, les mecs, c'était des ingénieurs, ils savaient faire des maths, etc. Mais en plus, les mecs, c'était pas des autistes. Ils savaient aussi faire du marketing. Donc, ils comprenaient exactement ce qu'il fallait faire, ils comprenaient les marges, ils comprenaient le content organique, etc. Ils comprenaient le recrutement. Et en fait, les mecs, c'est des machines, quoi. Mais même tu vas à San Francisco, franchement, c'est impressionnant parce que juste la vibe qu'il y a et juste les énergies, ou même, tu vois, par exemple, tous les SaaS qu'on utilise, tu vois, genre, je sais pas, Asana et tout, enfin, moi, personnellement, avant, j'avais jamais vu de publicité. Et tu vois, à San Francisco, il y a que des pubs comme ça. Donc, en fait, t'as l'impression que t'es dans ton environnement. C'est là où Apple a été créé, etc. Enfin, vraiment, moi, je recommande à tout le monde d'aller à San Francisco au niveau motivation. C'est exceptionnel. Ça a l'air trop bien. Donc clairement. Ça a l'air trop bien. Un truc amusant, j'ai préparé une sorte de petit jeu pour cette interview. C'est en fait, je vais te donner des idées de SaaS, un peu random, et tu peux dire ce que t'en penses, ou même donner une note, peut-être de 1 à 10, 1 à 20, peu importe. Et on peut en discuter. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui Vas-y. regardent. Donc, ok. Euh, Idée numéro 1, ce serait de copier le logiciel Finari. Donc Finari, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour traquer les investissements et la net worth facilement. Et c'est un software qui est vraiment distribué surtout en France. Euh, et donc là, j'ai noté distribué dans d'autres pays. Donc d'autres pays en Europe ou ailleurs. Bah du coup, trop marrant que tu dis ça parce que quand Finari ils ont commencé, avant qu'ils fassent des vidéos sur YouTube et tout, c'était un des SaaS que je voulais lancer. Hmm, ok. Il s'appelait Track My Wealth et j'ai le Figma, etc. avec tout qui était prêt. Et donc du coup, je m'étais renseigné et justement, moi j'adore justement ce côté analytique. J'étais un des seuls, tu vois, quand j'étais à Dubaï, à track mon net worth et avoir justement un tableau précis pour pouvoir savoir où j'en suis de mes dépenses, etc. Et de mes entrées. Et donc, du coup, ce SaaS-là, il me chauffait de ouf. Et justement, quand j'avais essayé Finary, j'étais pas satisfait. Et maintenant, je suis utilisateur de Finary. Donc, c'est marrant, justement, que tu utilises cet exemple-là. Et d'ailleurs, justement, j'ai regardé un podcast récemment du CEO, là, Mounir.
Et il parlait justement des concurrents aux US. Et du coup, j'avais commencé à créer un compte sur Monarch pour voir justement, c'est un des concurrents aux US, pour voir un peu ce que ça donnait. Je pense que c'est un super, super idée dans le sens où euh, je trouve le concept est trop bien et ça aide beaucoup de gens. Euh, En plus de ça, ce côté communautaire que tu peux créer, c'est vraiment bien. Juste le lancer dans d'autres marchés, je pense que c'est quand même assez compliqué si t'as pas de connexion avec le marché ou tu vois, genre, je sais pas, minimum un influenceur que tu peux justement utiliser et avoir un vrai effet de levier niveau marketing. Parce que tu vois, genre, eux, justement, Fineary, ils ont galéré au début à faire de l'acquisition et à faire du marketing jusqu'à qu'ils trouvent le bon format sur YouTube, mais ça a été du charbon. Et ça a pris énormément, énormément de temps. Et quand ça a pris, par contre, ça a pris. Et là, maintenant, il disait, je crois, 6,5 millions ARR, profitable. Donc, en vrai, grave intéressant, mais ça a mis du temps. Donc, moi, le seul truc qui m'avait un peu déchauffé, c'était la partie API. Parce qu'en gros, pour connecter du coup à tous les, ouais, tous les connecteurs bancaires, il faut une API. Et cette API-là, elle coûte assez cher quand même. Du style 1 euro la connexion par mois, par compte. Ouais. En gros, du coup, en termes de business model, ça coûtait assez cher. Donc, en gros, pour baisser ce truc-là, il faudrait faire beaucoup de volume. Donc, je pense qu'il faudrait minimum lever des fonds un peu pour avoir justement une base. Et même en termes de, tu vois, genre protection des données, etc., il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte. Donc, faisable, mais si c'est ton premier SaaS, faut pas lancer ça. Ouais. Ok, ok. Euh, Autre idée, une idée numéro 2, un SaaS de copywriting un peu IA génération pour le e-com. Donc un petit peu tout ce qui est les petites ads, les fiches produits et ce genre de trucs. Super idée. Je pense que justement, ça c'est bien pour commencer carrément. Juste ce que je ferais, c'est plutôt que de faire un fourre-tout avec plein de fonctionnalités AI. Je me concentrais par exemple juste sur que faire des ads par exemple. Et juste avoir une fonctionnalité qui est importante pour les e-commerçants dans un premier temps et juste le faire merveilleusement bien. Et je pense que ouais, c'est une bonne idée. Et ça coûte pas trop cher à développer. Ouais. Assez facile d'acquérir des utilisateurs, Exactement. des petits influx, des petits contents organiques là-dessus, ça passe plein. Après, ce genre de SaaS, le scaler très très haut paraît un petit peu compliqué quand même. Non, mais bien, bien pour commencer, potentiellement Ouais. tu peux le revendre. Et moi, justement, ce que j'avais fait avec des MVP qui au final, je voulais pas aller plus loin. Tu vois, genre, ça m'a coûté peut-être 5K à dev. J'ai revendu 10K sur Acquire et je m'en étais débarrassé. Donc, au final, je pense que c'est très très facile de. Enfin, c'est jamais une erreur de développer un truc comme ça. Il y aura tout le temps quelqu'un qui va te le racheter. Parce que même quelqu'un qui a une audience sur YouTube, ne serait-ce que 1K abonné, ton tool il fonctionne, lui il va le rentabiliser assez rapidement. Mm. Ouais. Et ce qui est bien avec les tools qui ont un peu cette touche IA, c'est que les gens sont très friands de ça. La Exactement. demande, elle est énorme. Ouais. Les gens, ils voient écrit IA, ils Mm. testent. Je Ils suis sortent, habité. c'est impressionnant. Instant promo. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont dans le canal Telegram d'Axel Quantique et il y a les gens qui ne sont pas dans le canal Telegram d'Axel Quantique. Les gens qui ne sont pas dans le canal Telegram d'Axel Quantique, ils manquent des infos exclusives et exceptionnelles sur les SaaS, le business, le marketing, comment scaler, comment faire un bon produit, comment avoir une bonne rétention, comment faire une bonne UX UI. Je partage aussi plein de contenus que je trouve à droite à gauche, du contenu américain sur les SaaS, le business et même des conseils de vie que je partage sur des apprentissages que je fais dans la vie de tous les jours. Je les poste toujours sur mon Telegram. C'est gratuit. Le lien est dans la description. Ça vaut le coup. Bon visionnage. Maintenant, sur une touche un petit peu plus marrante et plus B2C. Donc, c'est une app ou ça pourrait même être un site en fait, peu importe, pour voir en fait si ton ou ta partenaire est sur les applications de rencontre du type Tinder. Donc ça joue beaucoup sur la curiosité, c'est quelque chose qui est très facile organiquement à promote, avec des mecs sur TikTok, enfin, tu fais 3 millions de vues avec un truc comme ça. Le mec, il check son téléphone, est-ce que ma meuf est sur Tinder? Ah, le mec il a une réaction de dingue, il commence à péter un câble, ça fait 3 millions de vues. Et donc c'est très curieux. Qu'est-ce que t'en penses d'un truc comme ça? Franchement, je sais qu'il y a des gens qui pourraient lancer ce truc-là et, et bonne chance à eux, mais moi je lancerai pas ça. Ouais. Trop court terme, tu penses? Ouais, trop court terme. Euh, Puis même en fait, il y a aucun horizon développement produit à 3 ans parce que genre limite le seul truc que que je vois que tu peux rajouter sur ce truc-là, tu vois, c'est limite une sorte de
de générateur de visuels où genre tu sais tu peux l'envoyer à ta meuf et tu dis ouais je t'ai mis sur le genre en gros un visuel qui dit ouais t'as passé le test de tu vois en Ouais. gros t'es pas sur les plateformes tu vois juste un truc marrant de cette façon-là mais ça s'arrête là quoi genre je vois pas Ouais. les features que tu peux faire. J'avais pensé à ce truc-là et j'avais pensé à un truc du genre, t'as un premier truc, c'est un rapport. Donc tu payes un one-time fee, je sais pas, $20, $27. Et après, t'as une sorte d'upsell, abonnement, un truc pas cher, genre 5 ou $10 par mois, qui te prévient si la personne s'inscrit sur l'application de rencontre. Voilà, mais bon, après, j'ai un petit peu. C'est vrai que c'est très B2C court terme, mais c'est un coup, quoi. Ouais bah Mais l'idée, je la trouve marrante en tout cas. ouais c'est marrant. Voilà. Euh, une idée, celle-ci est un peu plus vague, on va dire, c'est de faire une sorte de CRM pour tout ce qui est thérapeute. Parce que je sais que les thérapeutes, c'est vraiment une grosse niche, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'argent, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas forcément de solution custom. Les trucs comme HubSpot, etc., en fait, c'est trop compliqué. Enfin, ça part dans tous les sens, il y a 50 000 features, etc. Donc un truc un peu personnalisé à leurs problèmes à eux. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais du coup ce serait quoi par exemple ce serait pour gérer les rendez-vous pour faire quoi? Ouais, c'est ça. Rendez-vous, peut vendre, il peut envoyer des emails avec, etc., quoi. Je pense que c'est bien et justement tu vois là il y a 2 jours on me parlait en gros ici tu sais il y a beaucoup de car wash avec des abonnements et du coup justement mon voisin il me montrait que en gros il lui proposait une offre pour passer de 30 balles par mois à 10 balles par mois tu vois la même offre que tu peux proposer sur Turnkey ils font la même chose sur le système de car wash et du coup j'ai été regarder l'app et l'app justement enfin le SaaS qui est derrière ce système là ça coûte genre 999 par mois par car wash. Donc au final, si t'en as 10, tu vois, t'arrives déjà à un bon revenu. Et enfin, si tu calcules le nombre de car wash, et je pense que justement, des solutions qui sont adaptées à certains secteurs, et au final, là, sur un SaaS comme ça, clairement, c'est aussi intéressant que un SaaS comme Turnkey, parce que je suis sûr que niveau churn, il est négatif en fait, le churn. Mm. Ouais, c'est le genre de tool, t'as quand même un peu un switching cost. Une fois que tu l'utilises, t'as pris tes habitudes, tes équipes ont pris les habitudes sur Et l'outil. même le truc, c'est que tu vois, une fois que tous les clients sont sur l'outil, bah en fait, ils vont pas se désabonner, quoi. Si t'as 10 000 imagine, t'as 10 000 dollars d'abonnement, même si tu payes 1K. En soi, tant qu'il y a 10 000 dollars d'abonnement qui rentrent tous les mois, Ouais. bah, tu vas pas, ça, et je suis sûr que ça envoie des SMS quand le truc a expiré, etc. Ça envoie des offres. Enfin, clairement, justement, allez, et je pense que c'est ça où certaines personnes ont des avantages dans certaines niches parce que quand t'es super broad, tu vois, tu réponds à tout et à n'importe quoi au final comme problème. Par contre, quand t'as une expertise dans un certain domaine, je sais pas si tu connais par exemple un thérapeute et justement tu peux lui dire, ok, bah quelle solution on pourrait mettre en place et quelle solution répondrait vraiment à tes problèmes. Bah là, tu peux vraiment avoir Bien. des super solutions que tu peux facturer plus cher, ton churn il est plus bas et en plus de ça, tu peux devenir une référence. Et si tu prends des exemples comme je sais pas, genre Doctolib ou Planity, tu vois, c'est devenu des outils références parce qu'ils étaient adaptés à la niche en question. Et bon, après, je dis pas que c'est facile de refaire la même chose, mais juste dans l'idée, tu vois, c'est un peu la même réflexion qu'il faudra avoir. Il y a un truc intéressant, c'est que beaucoup de gens qui veulent lancer des SaaS ont envie de lancer dans des trucs qui ont l'air cool. Donc dans tout ce qui est internet marketing, emailing, etc. Parce qu'ils connaissent, et c'est cool, c'est stylé, on aime bien. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'opportunités, à mon avis, sur les trucs boring. Les trucs Ah, qui mais sont... c'est ça. Mais moi, justement, tu sais que en 2023, j'avais 5 SaaS. Quand j'appelais quelqu'un et que j'expliquais ce que je faisais, c'était genre la réaction, c'était waouh, tu fais plein de trucs, ça clignote de partout et tout, incroyable. Et en fait, en 2024, ce que je me suis dit, je vais couper tous les trucs, je vais juste garder deux choses. Et le but, justement, et en fait, c'est bien et pas bien, parce que du coup, dans la conversation, ça rend les choses un peu moins excitantes. Mais si je t'explique ce que je fais, tu vois, avec juste la réalité, c'est boring. Et pour beaucoup de personnes, c'est à chier, tu vois. Et tant mieux. Moi, je m'en fous. Mais je révolutionne pas. Genre, je vais pas révolutionner le monde. J'essaie juste d'améliorer mon produit, de continuer à faire ce que je fais et que ça scale. Voilà ce que je fais. Et c'est très boring, mais ça fonctionne. Et j'ai jamais fait autant de bénéfices que ce que je faisais avant, tu vois. Hmm.
Et aussi, en partant sur des trucs boring, il y a moins de compétition. Parce qu'il y a moins de mecs qui ont envie de lancer des SaaS. Et donc, tu as 100%. des produits qui sont moins bons, avec des UX dégueulasses, avec des pricing scandaleux. Dans les industries, tu vois, je pensais à un pote, son père est médecin, et il me disait, il paye des softwares 2K par mois, et c'est franchement plutôt de la daube. Et il y a moyen d'améliorer le truc, mais largement. Ouais, Et 100%. Mais même moi, le truc où je suis convaincu, ou avant, justement, je pense que je me suis trompé, c'est, tu vois, pour avoir vraiment des gros résultats, il faut passer 2, 3 ans sur un secteur, un sujet, une boîte. En fait, quand tu regardes même tous les gens qui ont des gros résultats ou qui sont devenus multimillionnaires ou qui ont fait des exits ou qui ont plus de 100 M, tu les regardes tous, au final, ils ont plus de minimum 5 ans sur le même sujet, à faire la même chose. Et c'est là où justement derrière, tu peux espérer avoir des résultats qui soient élevés. Donc au final, vouloir justement faire un SaaS à 10 millions et avoir 10 millions de ARR sous 2 ans, en vrai de vrai, c'est possible, mais t'es dans le top 0,0001%. Et avoir ça comme objectif, je trouve que c'est même pas ça en fait, parce que du coup, si tu fais 2 millions et que ton objectif c'était 10 millions, en fait, tu vas pas être satisfait. Et pour moi, en gros, il y a beaucoup qui jouent avec le marché, et l'industrie et le produit. Et en soi, le truc, c'est que si ton produit il est boring et, euh, et que dans 5 ans tu peux faire 10 M, mais par contre sous 2 ans c'est pas possible de faire 10 M, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose en fait. Et il y a Ouais. beaucoup de personnes justement comme c'est trop lent ou juste ça met trop de temps, tu vois, ils vont dire oh non j'abandonne. Mm. Et au final, c'est des gens qui seront pas en compétition avec toi. Parce que tu as un horizon temporel qui est plus long. Exactement, mais je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est juste d'avoir un horizon plus long terme que les autres, et c'est ça qui fait que bah, tu restes plus longtemps. Et moi au final dans les SaaS, tu vois, là je prenais avec du recul, on est en 2025, j'ai commencé en 2022, donc ça fait déjà 3 ans en fait que je suis sur les SaaS. Et ça, en fait, ça fait vraiment la différence. Et je pense que même, tu vois, genre même toi, ton expérience, quand tu as commencé les SaaS et maintenant, tu vois, tu as beaucoup plus de recul, beaucoup plus de compréhension. Et là, Oui, si tu lances les choses, tu vas le lancer de façon complètement différente. là, c'est ça. Et tu comprends les erreurs de base, tu connais des devs qui sont excellents, tu connais des designers qui sont super, tu sais faire une UX, une UI. Exactement. Tout ce knowledge-là, tu peux le remettre dans n'importe quel SaaS. Mm. Mm. Exactement. Alors, continuons sur les idées. Euh, ouais. Un SaaS qui permet de repurpose, donc de réutiliser une vidéo de YouTube, donc une vidéo long format, ou un podcast, autre chose, et qui permet de le transformer sur différents réseaux sociaux. Donc, par exemple, ça va analyser ta vidéo YouTube, ça va comprendre en texte ce que ça veut dire. Ok, ça va faire un post un peu cool. Ok, on l'envoie sur Twitter, sur LinkedIn, sur machin. Ok, on a la vidéo YouTube. Ok, on peut en créer un short TikTok, on peut en créer un short Instagram. Ok, ok, ok. Donc en fait, tu peux juste faire une vidéo YouTube, à partir de ça, tu peux faire toute ta stratégie de content. Parce que la vidéo YouTube, c'est là où il y a le plus d'informations en général. Euh, Sur le papier, c'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tools qui ont déjà qui ont essayé de résoudre ce problème-là, ils n'ont pas vraiment réussi et ça n'a pas un grand succès. Donc, Donc en vrai, juste pour ça, je suis pas convaincu. Mais j'ai déjà vu des tools qui ont essayé de faire ce truc-là et ça a pas marché. Donc je sais pas exactement pourquoi parce que j'ai pas été en détail. Mais juste pour moi, s'il y avait un tool qui aurait dû péter, il aurait déjà dû péter. Et enfin, en gros, de ce que je connais, j'en connais pas. Donc Il y a aussi un plateforme risque, dans le sens où tu dois être connecté à toutes les API. Que ce soit X qui facture très cher, que ce soit Meta qui peut te gérer du jour au lendemain. C'est aussi dans l'équation. ouais. Et même le truc en fait, c'est que YouTube, c'est quand même dur parce qu'il faut être consistant. Ça veut dire il y a quand même très peu de personnes qui sont consistantes. Tu regardes les gros YouTubeurs, ils postent toutes les semaines, mais parce que c'est leur business. Mais sinon, quand tu regardes juste les créateurs de contenu, etc., il y en a pas énormément qui sont justement super consistants. Donc au final, tu fais vite fait cette réflexion de si tu tournes pas de vidéo, tu vas couper ton abonnement. Et du coup, je trouve que tu es un peu dépendant de ça. Donc ça peut être aussi un problème du tool. Ok. Euh, une autre idée, un SaaS, un petit peu marketplace qui permettent de mettre en relation donc tout ce qui est marque avec des YouTubers pour les sponsors. Ça, je trouve que c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, au final, les influenceurs,
comment tu peux les avoir, c'est via les contacter en email. Donc au final, si le tool te fait de l'outreach, ok, mais je pense pas que ça va aller beaucoup plus vite. En fait, le problème pour avoir des résultats, le truc de toute façon sur YouTube, c'est faut envoyer 100 emails, tu vas avoir 20 réponses, tu vas faire 5 deals. Mais en gros, si il faudrait que le tool t'amène x2, x3 de résultats, mais juste comment, pour l'interrogation. Et peut-être que j'ai pas la réponse, il y a vraiment une solution, mais juste, ça peut résoudre un problème, mais je sais pas comment tu peux le résoudre si tu passes par la même solution qui est les emails, dans le Ouais. sens où c'est taux d'ouverture, taux de clic, taux de réponse, tu peux. Enfin, ouais. Hum, une autre idée qui finalement est un petit peu dans la même vibe, euh, on voit de plus en plus de SaaS qui utilisent des influenceurs sur TikTok pour se promote, des marques e-com pour promote avec du GC, etc. Donc ils ont besoin d'influenceurs TikTok. Et donc l'idée là, c'est un tool donc, pour trouver les meilleurs influx, combien ils font de vues, combien ils font d'engagement, quels sont les petites pépites, sur quelle niche ils sont, est-ce qu'ils ont déjà fait des promos, s'ils ont fait des promos, comment ça a marché, etc. etc. Et les contacter évidemment. Donc arriver à choper, envoyer un message sur TikTok, ça paraît basique, mais aussi arriver à trouver leur email, peut-être arriver à trouver leur LinkedIn, peut-être arriver à trouver leur Insta pour multiplier les canaux d'acquisition et peut-être augmenter le taux de réponse qu'on pourrait Ouais. avoir pour les influenceurs sur TikTok. Voilà. Je pense qu'il y a un besoin là-dessus, et justement, à l'époque, tu vois, il y avait des outils justement pour recherche d'influenceurs qui avaient marché justement sur le marché FR quand les influenceurs c'était populaire. Mhm. Je pense que justement les influenceurs ça reste trop sous-coté. Les gens ils pensent que l'influenceur marketing il est mort. Euh, donc en gros si tu arrives à faire un push niveau marketing en justement remettant un peu en avant le marketing d'influence, plus l'outil il est vraiment qualitatif et ça te permet de trouver les pépites sans avoir à faire toutes les recherches enfin ça c'est gros gain de temps. Après le truc où justement je pense que pour trouver les influenceurs, ça peut être bien, mais par contre, pour les contacter, en fait, juste que ça se connecte à ton compte, que tu puisses envoyer des DM via l'API TikTok et tout, je suis pas sûr que ce soit possible. Ou juste que c'est pas, enfin, je suis pas sûr que tu te feras pas ban, enfin, c'est possible de se faire ban, en fait, avec ça. Ok, ok, ok. Mais je pense que c'est une bonne idée, il y a un marché et il faut juste que ce soit bien fait, quoi. Hmm, ok. Mais du coup, là c'est des SaaS où juste t'as réfléchi comme ça, ou c'est des SaaS que toi tu pensais lancer, du coup? C'est des idées un peu random. Certaines Ok, idées, ok. je les ai vues quelque part. Certaines idées, je les ai eues moi-même. Ok. Mais je sais que tu vois, par exemple, il y a certaines professions où, après que t'es un patient, par exemple, tu dois faire un rapport. Et si justement ta conversation elle est enregistrée et que justement l'AI te fait le rapport, tu vois, genre il y a un gain de temps qui est juste énorme. Et en termes de pricing, tu peux pricer ça super haut. Donc en vrai, il y a vraiment beaucoup de potentiel sur beaucoup de professions. Si tu connais les professions et si tu connais les problématiques pour justement gagner du temps et aider dans ces rapports-là parce que il y a beaucoup de taf, quoi. Et même, par exemple, tu vois, genre, j'ai des personnes j'ai un pote, il a une agence justement de tout ce qui est automatisation et AI. Donc, en gros, c'est pas juste enfin, il fait pas juste des SaaS, mais c'est aussi juste faire des automatisations. Et le nombre de problématiques en B2B, en fait, les gens, ils ont au quotidien et qu'ils se retrouvent à faire en manuel qui est automatisable et, euh, et qui est faisable via l'AI et où tu peux gagner énormément de temps, bah clairement, il y a beaucoup de potentiel là-dessus et ils sont prêts à payer des 1000 balles, 1500 balles par mois juste pour gagner du temps et donc ça, ce genre de solution-là, si tu creuses, si tu comprends bien les problèmes, c'est boring, mais par contre, qu'est-ce que ça fonctionne? Et je pense qu'en termes de marketing, après, c'est super simple parce que tu vas juste les contacter, tu demandes un rendez-vous, et si tu sais que ton outil il résout un problème, bah en fait, généralement, 3 sur 5 ou 4 sur 5 des calls que tu vas faire, même si tu les fais toi-même, tant que tu closes des deals à 400 balles ou à 500 balles par mois, bah en fait, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux le faire toi-même. Tu fais tes 4 calls par jour, tu fais 1500 balles d'MRR, enfin, je pense que tu les prends, les appels, tu vois. Ouais. Il est peut-être niché pour un truc spécifique. Je pensais par exemple à tout ce qui est closing. Ils ont besoin de faire du setting, donc avant les appels ou du follow-up ou des relances pour des leads qui sont un peu morts. Mm. Quitte à avoir des personnes à qui tu parles plus et que ça
bah, autant les relancer pour peut-être générer des ventes avec, l'IA. Ça peut potentiellement être intéressant. Ouais, ça va être possible aussi. Hmm. Euh, du coup, je te donnais d'autres idées parce qu'il y a d'autres idées. J'ai un document avec d'autres idées intéressantes. Euh, donc, une autre idée, c'était de faire une app sur l'Apple Store qui permettrait. C'est un peu une app pour les gosses, pour les histoires, pour s'endormir, mais avec l'IA. Donc, en fait, l'idée, c'est la maman, par exemple, elle va sélectionner que mon fils, il s'appelle Max. Et ensuite, je peux choisir l'histoire, qu'elle parle de quoi, qu'elle apporte quelle valeur à mon gamin. Donc, par exemple, je peux dire, moi, je veux que ce soit sur l'honnêteté, c'est très important pour moi. La gentillesse. Ou alors, moi, je sais pas, je suis chrétien, donc je veux qu'elle soit une leçon un peu de chrétienté, etc. Et donc, après, une histoire un peu cool avec une petite musique, petites images, machin. Histoire un peu personnalisée. Et le gamin, il dort, il est content. Bah, il y a un Français qui a lancé ça, il me semble, sur Twitter, j'ai déjà vu ce truc-là. Ok. Mais je pense que c'est une super idée, hein, c'est du génie même. Et Et justement, je pense dans ces apps-là, il y a beaucoup de potentiel. Et, euh, et au final, genre, comment ça consomme sur l'App Store, généralement, mm. ça paye. Hein. Les gens, ils payent et ils payent cher. Et ouais, pour l'acquisition, il y a moyen de faire de l'organique sur TikTok, envoyer des UGC. Tu Ouais, vois la 100%. maman qui clique et le gosse après qui est content, ça peut vraiment être pas mal. Ouais, et dans cette 100%. même vibe, pour avoir fait des recherches, il y a aussi des apps qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Plusieurs apps qui sont à 700 000, 1 million de MRR. C'est des apps pour apprendre à lire pour les enfants. Donc de 3 à 8 ans, l'apprentissage de la lecture. Donc c'est des trucs, des trucs assez basiques. Souvent il y a des animaux, il y a de la petite musique et tu cliques. C'est des trucs comme ça. Et potentiellement, à marketer, c'est pareil, c'est assez faisable, c'est un peu B2C. Euh, il y a un vrai use case, il y a un vrai truc. Ouais, ça peut être intéressant. Mais je pense, tu vois, vaut mieux même lancer des trucs comme ça plutôt que lancer d'autres outils là qu'on disait qui étaient trop compliqués, qui au final peuvent paraître plus sexy, plus révolutionnaires, Ouais. plus. Tu vois, genre ça au final, ça c'est boring, mais en vrai, j'ai plus de conviction que ce truc-là peut marcher que certaines autres idées. Hein. Hmm. Make sense. Make sense, make sense. Euh, une autre idée qui, du coup, présente quelques problèmes que... En fait, l'idée que j'avais eue, c'était un tool B2B pour le test du pricing. Parce qu'on sait tous que le pricing, c'est très important et que, en fait, si tu changes le prix et que les mecs, ils achètent autant à 27 qu'à 37, bah, en fait, les niveaux de marge, enfin, c'est une dinguerie. Du coup, c'est Mhm. super important. Tout le monde ne pense pas à le faire. Tout le monde ne le fait pas très précisément. Donc, peut-être la personne va tester une fois, vas-y, je double le prix une fois, on va voir ce qui se passe. Bon, allez, ça marche, ok, super. Mais est-ce que c'est testé régulièrement? Non, c'est pas testé tous les jours. 27, 27,5. Ah, machin. Et ça se trouve, en fait, la marge, tu peux gagner des pourcents. Et là, ce que j'aime avec ça, c'est que le business gagne directement de l'argent. Et il y a ce côté cool là, donc c'est ça l'idée. Après, j'avais un peu peur niveau churn, dans le sens qu'une fois que le mec a entre guillemets trouvé son prix parfait, il part. Donc peut-être ça s'adresserait plus à des personnes qui ont beaucoup de produits, je sais pas. Bah, pour moi, tu vois les applications de bundle sur Shopify? Tu vois la forme, au final, toutes les applications de bundle ressemblent à la même chose, tu vois. C'est packagé, tu viens remplir les offres, et au final, c'est ça ce que les gens ils font, tu vois. C'est du testing, ils vont tester des offres, voir comment ça fonctionne, mais c'est tout le temps le même affichage. Pour moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est un peu la même chose, du coup, pour le pricing. Avoir des designs préfaits, que, tu vois, tu puisses personnaliser, mais juste au moins, le design, il est bien. Parce qu'en vrai, tu vois, il y a certaines pages de pricing qui ont été faites, elles sont horribles. Visuellement, c'est pas responsive. La façon dont c'est affiché, il manque les arguments, tu vois, c'est juste écrit le pricing. Donc au final, d'amener cette template et cette base où justement tu as juste à remplir, déjà je pense que c'est une grosse value. Et je pense que du coup, c'est ça, niveau churn, qui fait la différence, c'est que Hmm. je pense du coup, il faudrait que le pricing soit dynamique. Donc au final, tu sais, c'est embed tu sais, c'est mis directement dans ta page, dans la page pricing. Du coup, c'est ton app qui est connectée. Ça fait le test justement en fonction des visiteurs, ça envoie 50% du trafic sur une, 50% sur l'autre. Tu vois justement le résultat de l'A/B testing. Et ce qui me fait rester en fait, c'est que bah, comme ma pricing page elle est host
sur ton SaaS, Ouais. bah, au final, il faudrait que je reduplique le test qui est fonctionnel, qui est un peu chiant. Alors que si justement tu me factures 70 balles, mais que je peux faire des tests constamment et voir les différences, et même tu me conseilles sur des bonnes pratiques, comme fait Turnkey, en fait, je pense que c'est une super idée, hein. Ok. Plus, ça peut s'appliquer à pas mal de business. Le pricing, ça reste vrai partout, quoi. Non, mais il y a un impact énorme à faire juste sur des petits détails. Tu vois, même des trucs de test de pourcentage d'annuel. Ouais, euh, les réductions, ouais, si tu prends l'annuel, etc. C'est vrai qu'il y a des trucs, ça peut vraiment changer un business. Le levier qui change le plus, combien tu gagnes, ça reste le pricing. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est de le packager en fait et de faire un truc justement un peu universel en termes de structure de page de pricing. Je pense que c'est super smart. Et si tu veux lancer ça, moi je le teste direct, hein, je suis chaud. Et peut-être après avoir un front-end où tu vois quel prix a le mieux marché, quel prix, quelle marge tu as eu avec ce prix-là, quelle marge tu as eu avec ce prix-là. Enfin, un petit peu un truc d'analytics pour Ouais, comprendre ce qui se exactement. passe au niveau du pricing, combien de gens ont acheté ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ok. Je pense que Bon, c'est super smart. ok, ok. J'en ai d'autres des idées. Vas-y, balance. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ce biz. J'ai pas trop vu comment ça marchait, mais je trouvais ça assez smart. Donc, leur promesse, eux, c'est automatically optimize your Google My Business profile. Donc, Google My Business, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu vas sur Google Maps, tu cliques, tu vois, OK, 5 étoiles, à 2 kilomètres de chez moi, etc. Et c'est un peu un système de référencement. Et donc, il y a ce tool-là qui s'appelle Merchant, quelque chose comme ça, qui apparemment permet de rank higher sur Google Maps et Google Search. C'est B2B, c'est un peu boring, il y a peut-être un potentiel là-dessus. Comment ça s'appelle? Attends, je sais pas si je peux te l'envoyer, il y a un chat ou pas, non? Ah si, il y a un chat. Merchant, c'est merchynt.com. Attends, tu l'as envoyé? Je sais pas trop comment ça marche le chat dans ce truc. Je crois que c'est Studio Chat. Live stream chat. Ah non. Il vient d'être lancé, tu l'as trouvé sur Twitter, non? Non, je sais pas où j'ai trouvé. Ah, je t'ai envoyé dans le chat de la discussion. Ok. Euh, Ah non, j'ai pas vu ce truc-là. Apparemment, ça Mais permet d'optimiser. Faudrait voir à quel point ça marche, à quel point ça apporte vraiment de la valeur. Mais le nombre de business que ça pourrait aider est assez gros quand même. ouais, bah c'est une bonne niche, hein. Ouais, ouais. Ils n'ont pas de pricing page, donc j'ai l'impression que c'est un tool. Ils doivent te faire un démo call, je pense. Ouais. Bon, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas mal. Mais clairement du potentiel. Juste après, pour moi, faut connaître des business owners et comprendre un peu le marché, quoi. Ouais, ouais, faut parler avec ces gens-là, comprendre quelles sont les problématiques, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, c'est un peu le tour des idées. J'en ai Parce que d'autres, mais tu vois, l'avantage sur le truc de pricing, c'est que là, par exemple, tu connais la problématique, tu connais des ouais. SaaS founders, donc au final, tu leur parles, tu leur poses la question, s'ils te disent tous c'est une bonne idée et je veux l'utiliser, tu sais que tu tiens quelque chose. Alors que sur des niches qui sont bah, pas les nôtres et que tu vois, genre si t'as jamais utilisé de Google My Business, c'est difficile de te dire si ton outil va vraiment apporter une Ouais. value. J'ai jamais utilisé. Donc, Ouais, donc tu vois. Donc c'est clairement ça qui fait la différence pour moi. ouais, ok. Ok, tu vois. Euh, un autre point que je voulais voir avec toi, c'est, tu vois, en ce moment, il y a plein de gens qui font des apps. Bah, finalement, on en a déjà un peu parlé. Mais je vois ça beaucoup, des apps un peu B2C, donc sur App Store. Des trucs, soit c'est des apps d'editing de vidéos, soit c'est des apps. J'avais vu un truc qui s'appelait RxGPT, qui te permet avec l'IA de répondre aux messages des meufs, par exemple. Enfin, tout ce genre de trucs un peu B2C qui arrivent quand même à faire des chiffres qui sont assez impressionnants. Plusieurs centaines de cas de MRR parfois. Bon, évidemment, de churn énorme, mais en fait, l'acquisition est tellement facile en organique avec TikTok, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu. La barrière à l'entrée, en fait, c'est vraiment réduite parce que ces apps, souvent, ils les font en no-code, ils n'ont même pas de dev, c'est des trucs très simples. Et j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau dropshipping, mais version tech.
Donc c'est dropshipping d'app en fait. Où en fait, il y Ouais. a plus le marketing qui compte pour ce genre de truc et il y a plus aucune barrière à l'entrée technique, et ouais, je sais pas si tu as un avis là-dessus, est-ce que pour certaines personnes, ça peut être pertinent de faire un truc comme ça? Bah, je trouve que c'est quand même vachement différent de, genre, tu peux pas, c'est du monthly recurring revenue, tu vois, genre, c'est du MRR que tu vas générer avec ça, mais ça a quand même rien à voir avec un SaaS, à proprement parler. Pour moi, c'est quand même deux business complètement différents. Donc après, en vrai, j'ai jamais fait et je connais pas, donc je pourrais pas te dire, mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu justement ce truc de dropshipping. Peut-être qu'il y a quand même plus de barrières à l'entrée parce que pour même faire une app no code, la publish, etc. sur les App Store, faut quand même soit être un geek ou soit avoir un peu de maîtrise tech. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est plus accessible qu'avant en tout cas de lancer une app. Mmh. Ouais, ça peut être le genre de premier projet tech entre guillemets à lancer pour un débutant, peut-être pour se faire la main. Ouais, Ça pareil, il faut juste avoir la bonne idée, le bon, être sûr de justement de comment tu vas faire ta distri. Soit, en fait, pour moi, le plus important est dans les SaaS où j'ai eu des réussites ou même juste des sites e-com. Tu vois, au début, pour moi, par exemple, pourquoi j'ai eu du succès dans les coques de téléphone sur le thème du foot, je connaissais rien aux coques de téléphone, mais je connaissais le foot et je maîtrisais le foot. Et ensuite, sur mon deuxième business, au final, sur les coques de téléphone personnalisées, sur OMyCase, au final, je maîtrisais à mort les coques de téléphone. Et donc, du coup, c'est ça qui me permettait de faire de la personnalisation et c'est ça ce qu'on me proposait. Donc, du coup, ça m'apportait de la valeur. Et par exemple, sur mon premier SaaS, du coup, qui est un SaaS d'e-com, bah, au final, le SaaS d'e-com, c'est super simple pour moi d'apporter de la valeur en e-com via les SaaS. Je connaissais rien au SaaS, mais par contre, je connaissais l'e-com, donc facile pour moi d'apporter de la valeur. Et à chaque fois, tu vois, c'est au final ce jeu-là. Donc, pour moi, il faut quand même soit une maîtrise, soit une expertise, euh, soit une compréhension différente par rapport à tes concurrents, parce que sinon, en gros, tu vas pas te démarquer, juste tu vas faire un truc nul. Et par exemple, là, si tu maîtrises le fait d'être viral sur TikTok, bah en gros, il te manque juste la bonne idée, et après, en fait, être viral sur TikTok, comme tu sais le faire, ça va être assez facile. Mais juste, faut l'un ou l'autre, tu vois. Si Ouais. tu maîtrises pas les apps, si t'as jamais fait d'apps de ta vie et t'as jamais, genre, moi j'ai pas TikTok sur mon téléphone, donc si tu me dis de lancer une app sur TikTok et que je la rende virale sur TikTok, je pars de zéro, je comprends rien. Donc ma probabilité de succès, je pense qu'elle est beaucoup moins importante. Mm. Makes sense. Ok. Écoute, c'est pas mal, on a fait un bon tour. Je pense qu'on a apporté pas mal de value aux gens, c'était assez intéressant. Pour finir, la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu as un plus gros regret dans la vie, dans le business, un truc que tu n'as plus jamais envie de refaire et tu conseilles à personne, ou une leçon super importante, le one thing pour toi qui est le plus important, etc. Euh, je pense juste le plus important, c'est pas la destination, mais c'est juste le chemin. Et moi, avant, tu vois, genre, à certains moments, je prenais pas de plaisir dans le chemin et je pense que c'était pas juste. Alors qu'au final, en fait, de faire les choses, de voir les évolutions, c'est ça ce qu'il y a de plus plaisant. Et ouais, juste se concentrer sur ce qu'on fait au quotidien et pas juste se dire je suis à 5K d'MRR, je suis déprimé parce que tout le monde fait 50K. Genre juste kiffer ces 5K d'MRR, bien faire les choses. Et au final, la conséquence, c'est que si tu fais bien les choses, ça fonctionnera et ça continuera d'évoluer. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et après, juste autre truc que je peux rajouter, c'est juste d'aller dans des industries où on se voit, où on peut se projeter en fait. Parce que tout ce qui est industrie trop court terme ou trop bancal, bah ça paye pas et ça va être compliqué sur le long terme. Et en gros, on se retrouve toujours dans les mêmes situations où on repart de zéro. Alors que si vous choisissez des niches qui sont établies depuis des dizaines d'années, et ben au final, pourquoi vous serez pas là dans 50 ans? Super mot de la fin. Écoute, merci pour ton temps d'être venu pour répondre Merci à toi, aux c'était cool. questions. Super cool. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part ou est-ce que tu as un truc à promo? Je peux mettre dans la description un truc. Tu peux mettre mon Twitter et tu peux mettre aussi ma chaîne YouTube. J'avais fait des vidéos et là je vais recommencer à poster. Donc s'ils veulent regarder, j'ai Super. essayé d'apporter un peu de value. Super. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous au Twitter. Vous allez apprendre plein de trucs intéressants. Let's go. Ok, ben bah à la prochaine. Salut. Top, merci, ciao ciao.